Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Ravi de te retrouver comme chaque semaine, à la fois dans ton podcast Mon Carnet et dans Monde numérique. On parle de l'actu de la semaine et Bruno, la semaine dernière, on parlait de ce drame, un jeune homme de 16 ans qui s'est suicidé après s'être confié à ChatGPT. Cette affaire a évolué, il se passe plein de choses et déjà, il y a eu d'autres faits divers du même genre et surtout, et c'est de ça dont on va parler, OpenAI a décidé de réagir. Ouais, c'est intéressant faut croire ils nous ont entendus, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai Ça pris doit la être ça. nouvelle. C'est certain. Mais donc, OpenAI a annoncé que d'ici la fin de l'année, il y aurait en place donc une mécanique qui permettrait donc d'assurer une meilleure, en guillemets, sécurité des jeunes utilisateurs ou des personnes qui seraient plus fragiles que d'autres, des outils qui sont offerts par OpenAI. Ça veut donc dire, entre autres, évidemment, tout un côté machine au niveau des réponses de ChatGPT et compagnie, mais de l'autre côté aussi, quelque chose qui est plus, j'allais dire, plus fonctionnel, c'est-à-dire la possibilité pour, les parents d'avoir un accès aux comptes des plus jeunes. Évidemment, s'ils partagent, s'il y a un lien entre les comptes là et donc de pouvoir suivre un peu les discussions lorsque ça vient, sur des sujets plus délicats. Alors Mmh. évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais bon, il faudra voir comment ça va se faire. Ouais, voilà. Parce que l'accès aux comptes, bon, alors on retrouve un peu la même problématique que ce qu'on a connu avec l'accès à internet d'une manière générale, avec l'accès aux réseaux sociaux, plus précisément. Finalement, on voit qu'aujourd'hui, ça s'est complètement déplacé sur les chatbots d'intelligence artificielle puisqu'il y a eu ces suicides dont on parlait, donc des gens qui se confient à ChatGPT et ChatGPT qui visiblement, dans un premier temps, essaye un peu de les dissuader, et de leur remonter le moral, mais très vite, on arrive à embrouiller en fait l'intelligence artificielle et elle en vient, dans certains cas, quasiment à encourager, à cautionner, et cetera. Et c'est là que c'est dramatique. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que cette histoire et cette réaction d'OpenAI, bon, qui est tout à fait louable, hein, ils ont fait un long billet de blog pour expliquer qu'ils prenaient l'affaire très au sérieux et tout. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose? Est-ce que ce contrôle parental sera vraiment utile ou bien c'est un peu juste pour se donner bonne conscience? Ben, je pense que tu viens de le dire, hein. C'est de pour ça d'abord et avant tout, je pense c'est pas du sarcasme de ma part, mais c'est d'abord et avant tout pour montrer patte blanche, Mmh. montrer qu'ils sont proactifs parce qu'il y a, Il y a un ça problème. commence déjà d'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière, mais il y a d'autres histoires qui vont finir devant la justice et où les parents ou les proches des gens qui se sont donné la mort, vont poursuivre ChatGPT. Bon, puis évidemment, quand on est aux États-Unis, c'est encore plus facile de le faire en espérant, bien évidemment, venger la mort d'un proche, mais aussi de faire de l'argent sur le côté et ça, ben, c'est un geste concret de la part d'OpenAI pour essayer d'allumer des lumières quand ça va mal. Sauf que puis je veux pas revenir sur toute l'histoire. À un moment donné, il y a aussi le fait que dans des familles, quand on se retrouve dans des situations comme ça, c'est aussi parce que la communication est peut-être moins fluide. Alors, est-ce que les parents vont vraiment faire attention? Ça, c'est un truc. Mais je veux revenir sur, et ça, c'est quelque chose de nouveau parce qu'il y a des journalistes à la presse ici à Montréal qui, se sont intéressés suite à toutes ces histoires-là. Ils ont fait les tests. Ils ont, été, entre autres sur, ChatGPT, sur Grok, sur même le chat de l'IA de Snap, Mmh. pour tester, pour voir comment ça réagissait et systématiquement, lorsque les jeunes sont pas en crise, mais en communication et montrent qu'ils sont En assez détresse? vulnérables par rapport à cette idée-là, rapidement, on les dirige, on les invite à communiquer des experts, à tous les endroits. OK. Sauf que il s'agit juste de trouver la bonne façon d'amener, le robot conversationnel à donner cette information-là et le meilleur exemple, c'est dans la plupart des cas, quand on leur disait: «Oui, mais c'est pour un roman. Je suis en train d'écrire une histoire et je veux savoir comment ça pourrait se faire» et là, tout le monde ouvre les grandes pages et c'est parti et puis, ça devient très concret. Si ça vous intéresse, il y a un petit résumé que j'ai fait sur mon carnet, mais sinon il y a il y a un lien là vers l'article complet. C'est bien cherché et puis personne n'a voulu réagir jusqu'à maintenant là, du côté des fabricants, des éditeurs de ces logiciels-là. Mais évidemment, de la part du côté des psychologues, et des professionnels qui sont touchés par cette réalité-là, ben, tout le monde est alarmé par, la facilité déconcertante avec laquelle
des gens en situation de fragilité peuvent avoir l'information. En fait, c'est toujours la même histoire. On arrive à hacker, d'une certaine manière, les IA génératives. C'est comme ça que, on avait réussi certains avaient réussi aussi à avoir des recettes pour fabriquer des bombes en expliquant, pareil, que c'était pour un roman, une fiction, et cetera, et cetera. Juste pour revenir sur le système de contrôle parental, alors voilà, est-ce qu'il sera utile, pas utile? L'idée de lier, le compte des enfants au compte des parents, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà des limites. D'abord, est-ce que, tout le monde utilise ChatGPT avec un compte, aujourd'hui? Parfois c'est sur ça peut être en accès, direct, sans être connecté, sans abonnement et cetera. Ensuite, les ados, n'ont pas forcément envie alors bien sûr, il faudrait que ça faut que ça se fasse dans la confiance, donc que les enfants sachent quelque part que leurs parents sont pas loin, peuvent intervenir. Mais comme tu le disais, s'il y a une situation de détresse dans une famille, ils vont tout faire au contraire pour se cacher. Donc c'est quand même très, très compliqué. J'ai vu que ça pourrait aller éventuellement jusqu'à, dans des cas extrêmes, jusqu'à prévenir les forces de l'ordre. Mmh. Mais bon, ça paraît là encore, un peu étrange et puis il y a aussi autre chose, il y aurait la possibilité, de choisir un modèle un LLM en fait qui soit adapté spécifiquement à l'âge de l'enfant et donc ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est le fait de déjà que le chatbot ne dise pas n'importe quoi et ne parte pas dans tous les sens. Rappelons qu'a priori en principe, je crois qu'on n'a pas le droit de créer un compte, ChatGPT en dessous de 13 ans, hein, en plus. Ouais, ben, ça, c'est la loi américaine, hein, qui, permet pas Ouais, à un enfant, j'allais dire un individu, mais un enfant là, de 13 ans et moins, de se brancher, peu importe. Pour se brancher, ça prend la permission des parents, mmh, mais sinon, c'est impossible pour un jeune, officiellement, de se brancher. tellement, ouais, ouais. En tout cas, c'est si on prend un peu de recul, c'est étonnant, enfin, c'est incroyable, mais finalement, c'est toujours les mêmes problèmes qui se posent. Je pense qu'OpenAI n'avait pas forcément prévu, et n'avait pas vu ça arriver. Ben, D'autant c'est les plus problèmes de la société qui se portent dans le numérique, hein. Ouais, bien sûr. Mais avec cette particularité, parce que le fait de prendre ChatGPT ou un autre, pour un confident et allant jusqu'à des confidences quasi, psychologiques, c'est une vraie tendance, c'est un vrai phénomène. Oui, tu C'est me parlais de ça, il Ouais. semble-t-il qu'il y a des psychologues qui font même appel à ChatGPT, mais même en consultation? Exactement, mais c'est incroyable, voilà. On savait qu'il y avait des gens qui prenaient ChatGPT pour un psy, mais on apprend qu'il y a aussi des psys qui utilisent ChatGPT comme des espèces de coachs pour les aider. C'est une histoire assez incroyable. En fait, c'est le MIT Technology Review qui raconte ça. C'est une personne qui était en conversation, en consultation avec, son psychothérapeute en visio et le psy a fait une mauvaise manip, il a partagé son écran et là, la personne a vu qu'il était en train de copier-coller toutes ces questions dans ChatGPT et qu'il lui, formulait, les réponses que ChatGPT lui conseillait. Donc c'est assez incroyable, mais est-ce que c'est vraiment étonnant? Je veux dire, on est tous tentés, quel que soit notre métier aujourd'hui, même si on a des compétences professionnelles, de se faire aider. En fait, c'est ça, se faire aider par l'IA. Mais celle-là, on l'avait pas vu arriver quand même, hein. Non, puis imagine la surprise du patient, de la patiente qui voit ça à l'écran. Pouf! Sa conversation, puis qui Ouais, voit que ouais, ouais. c'est une IA qui est en train de conseiller son psychologue. Ben, là, tu te poses des questions sur, les capacités de ton psychologue. S'il est en train essentiellement de relayer ce que l'IA dit, là, il y a même plus de partie critique par rapport à lui. Après, tous les métiers ont parfois, besoin de se référer à des sources, à des aides, à des choses. Tu vas voir un avocat, l'avocat, ça a beau être un professionnel du droit et il va peut-être, à un moment ouvrir, des codes pour aller vérifier certaines choses et cetera. Parce que c'est pas une intelligence artificielle typiquement. Aujourd'hui, il peut être amené à utiliser, des outils d'IA pour vérifier ses connaissances, ce qui n'enlève rien à ses compétences. Mais ça pose quand même des questions et puis après on peut se demander si finalement les gens qui vont beaucoup les professionnels, quel que soit, le secteur, qui auront tendance à s'en remettre trop à l'intelligence artificielle, est-ce que ça va pas quelque part dégrader les compétences? Enfin Eh bon, mais tu ça me fais penser c'est un gros dossier, hein. Ouais, mais tu me fais penser avec cette nouvelle-là, il y a une étude qui est sortie de IBM cette semaine qui disait qu'au Canada, il y a 79 des gens, des employés de bureau
donc au Canada, là, je sais pas en France ou ailleurs dans le monde, mais il y a 79 des employés de bureaux au Canada qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais là-dessus, il y en a seulement un quart qui utilise l'intelligence artificielle du bureau, Et de ouais, leur employeur. ouais. Le Et shadow donc là, AI. oui, et donc là, c'est le problème de l'IA fantôme qui arrive dans le décor et il y avait je lisais le détail, il y avait 97 des travailleurs qui affirment que l'IA améliore leur productivité Mmh. et même que 80 des gens qui disent que ça libère carrément du temps. Et dans une autre étude que j'ai vue passer cette semaine et dont je parle dans mon carnet, je voyais que, des enseignants l'an dernier qui avaient utilisé l'intelligence artificielle arrivaient à économiser 6 heures d'enseignement ou de travail, administratif par semaine. Bien sûr. Tu sais, il y a énormément d'économies, mais le problème, c'est la sécurité et l'information qu'on met dans une IA qui est pas encadrée par l'organisation dans laquelle on travaille. Hey, c'est vraiment là, c'est les entreprises, là, c'est un cauchemar. Un peu comme à l'époque quand c'était le bring your own device, là, tu Ouais, amenais ton propre exactement. téléphone cellulaire ou ton propre ordinateur C'est la portable. même Au problématique. début, c'était affreux, puis les entreprises ont dû, régler le problème. Ouais. Alors nous, en France, mon cher Bruno, bah, on va avoir, une IA spéciale pour les enseignants. Quelle Ça y fierté, hein, tu vois un quelle peu? fierté. Bon, évidemment, ça commence à faire des vagues, hein, c'est Élisabeth Borne, l'ancienne première ministre qui a annoncé ça. Voilà, il va y avoir un LLM développé spécialement pour les enseignants. Alors ça fait grincer des dents parce que ça va coûter, ça représente un budget de 20 millions d'euros et bon, l'enseignement est pas au mieux de sa forme. Cela dit, il faut faire quelque chose. Je veux dire, on est quoi? 3 ans après ChatGPT. Il est urgentissime que, le monde enseignant se saisisse de ça. Donc je pense qu'il faut craquer quelques millions quand même pour cette histoire-là. Donc un LLM spécial pour les enseignants, je ne sais pas exactement à quoi il va ressembler. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée, on la devine, hein, c'est d'arriver à avoir un modèle qui soit, spécifiquement entraîné pour répondre aux besoins des enseignants. Et les chiffres que tu citais pour le Canada, eh bien, ils se retrouvent aussi un peu en France parce que dès à présent, avant même d'avoir cet outil officiel, eh bien, il y a déjà, selon une étude récente, 70 des enseignants qui utilisent déjà l'intelligence artificielle principalement pour préparer leurs cours. Donc c'est qu'il y a un besoin, il y a une nécessité. Mais j'espère que le scénario qui arrive ne sera pas celui qu'on connaît déjà et qu'on a vu dans les entreprises. C'est-à-dire que finalement, tout le monde utilise ChatGPT, Claude, Copilot en douce, hein, sans le dire au patron. Le jour où l'entreprise dit bon bah ok, vous voulez de l'IA, on va vous mettre une IA rien que pour vous, on l'a développée exprès, c'est une IA maison et tout. Et là ils la mettent en place et c'est un carnage parce qu'elle n'est pas du tout au niveau, elle n'est pas aussi bonne et finalement personne s'en sert. Il s'est passé la même chose avec les moteurs de recherche en France et là, c'est un scénario qu'on voit arriver aussi avec l'IA dans les entreprises. Donc, je ne promets pas forcément un très bel avenir à cette IA Mmh. spéciale enseignant. Cela dit, juste un mot encore, parce que ça t'intéressera peut-être de savoir que cette année, chez nous, les enfants ont fait leur première rentrée scolaire, spéciale IA, d'une certaine manière. Parce que désormais, il va y avoir des cours d'intelligence artificielle obligatoires en classe de quatrième et en seconde. Vous avez ça, vous, au C'est Québec et au c'est vers Canada? c'est quel âge environ? C'était à Alors faut pas me demander ça parce que je suis assez nul moi dans ce heu, bah, seconde, on s'approche du lycée, ouais. donc c'est des adolescents? Ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est des OK, adolescents, ouais. ouais. Mmh. Non, on n'a pas encore ça. Évidemment, il y a des professeurs qui, ou des enseignants là, à ce niveau-là qui y vont de temps en temps avec un petit peu d'initiative, mais il y a pas encore un vrai cadre, Mmh. dans lequel c'est enseigné chez nous. Aux États-Unis, il y a des choses qui se passent, hein, Oui, puisqu'il y a, c'est la les ça a été une décision présidentielle, ça, qui a été ouais, ça a annoncée, été une décision cet été. présidentielle. Mais Tout à ceux qui fait. sont encore plus en avance, c'est la Chine, parce que ça a été annoncé qu'à partir de septembre, et ça, l'annonce a été faite avant le printemps dernier, aux primaires, ils allaient commencer à donner des rudiments, aux enfants, Ouais, imagine. c'est dingue, hein. Et là, je voyais un article qui disait qu'aux États-Unis, ça devrait même concerner des élèves de maternelle. Alors ça me paraît un peu bizarre, hein. Ah, je serais pas surpris. Maternelle à la terminale, c'est-à-dire tous les élèves. Et d'autant plus que la plupart des gros éditeurs d'outils d'intelligence artificielle financent maintenant, les associations professionnelles d'enseignants et Mmh. aussi les syndicats américains. Alors tu imagines que c'est Ouais. l'IA va passer comme du beurre, dans la poêle, là.
dans leur cours. Mais j'ai Comme hâte du de beurre dans la voir ce qu'on poêle. va. Comme c'est Ouais. beau, c'est magnifique. Mais pour revenir, à ce qui est en train de se faire en France, permets-moi de souhaiter au moins juste une chose, Oui. c'est que les gens qui vont développer ce LLM-là pour les enseignants Mmh. français, ils vont au moins avoir des rencontres avec Mistral pour pas réinventer la roue. Parce que Oui, Mistral, depuis le temps, on en parle à l'occasion, bon, puis on sait, Apple est en train de regarder pour l'acheter, mais les gens de Mistral, là, ils ont développé un savoir-faire pour intégrer ces solutions-là et mmh. les personnaliser au sein d'organisations européennes. Ouais, Et là, je ne peux pas croire que tout ce savoir-faire-là pourrait pas servir et être adapté au monde de bien l'éducation. sûr. Non, non, Tant bien qu'on réinvestisse et qu'on réinvente la roue, tu sais, c'est une bonne façon de faire des économies, mais enfin, non, je mais lance ma bouteille à l'eau. de toute façon, ce qui se passe, enfin, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne réinvente entièrement la roue. Ils prennent des briques sur étagère, et il y a plein d'outils en open source qu'ensuite tu peux personnaliser en fonction des applications, c'est ce que font même beaucoup d'entreprises, en fait, hein. Ouais. On réinvente pas entièrement, on réentraîne pas entièrement, des modèles. Après, c'est juste du fine tuning pour l'adapter, spécifiquement à telle ou telle situation. On verra dans 6 mois, sur quoi ils se sont basés. On en reparle dans 6 mois. Bruno, de quoi parles-tu, cette semaine dans ton carnet? Écoute, je parle d'intelligence artificielle et de santé Ah avec, donc! Ellie ben oui, c'est un hasard, hein, ça n'était pas prévu, avec, les gens de Ellie Hart et je parle aussi avec, David, Smadja. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, c'est un médecin français. On l'avait vu beaucoup sur les plateaux des télés françaises à l'époque, de la pandémie de la COVID parce que c'est lui qui tentait, en tout cas sur certaines antennes, tentait d'expliquer, l'effet des vaccins et comment l'impact là, de la maladie sur Ouais. le système respiratoire. Et là, lui, ben, évidemment, il a été pris dans la tourmente et dans la tempête de la désinformation. Et là, il est parti en cavale pour essayer de ramener c'est moi, c'est mes paroles, c'est pas les siennes, là, mais le bon sens, aux propos, qui ont à voir avec le monde de la médecine, de la recherche, des chercheurs, des scientifiques sur les réseaux sociaux. Et donc je fais une longue entrevue avec lui. C'est assez intéressant sur, sa perception de la communication aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors ça va être ça. Et puis sinon, ben, on va parler aussi avec, quelqu'un, ça c'est un scoop. On va parler de Heu, quelque chose avec quelqu'un, c'est ça? ouais, ouais, ça c'est un scoop là, je te Ah, l'annonce. vas-y. Mais, donc, c'est un ancien, maire, d'un arrondissement à Montréal qui là est en train de travailler sur, hem, une formule qui va aller chercher il y a 12 villes qui participent à ça au Québec, mais il est en train de se faire la même chose en France, mais ça, je peux pas te donner trop d'informations Mmh. là-dessus. Mais donc, on va faire de la mutualisation de données pour gérer le risque dans les villes, autant de la météo, autant de Ah la ouais. des forces de la nature et donc développer des cahiers, de solutions pour faire de la prévention C'est la et tout ça qui va carburer avec l'intelligence artificielle pour faire du gros calcul, scientifique. Alors magnifique, c'est assez intéressant comme histoire. génial. Et Jérôme, toi, de ton côté, de quoi tu parles cette semaine? Alors cette semaine, bah, écoute, évidemment, ça ne te surprendra pas, je parle également de d'intelligence artificielle. Je parle bah, c'est exactement le sujet qu'on vient d'évoquer, en fait. Je parle d'IA dans les entreprises, parce que les entreprises françaises sont en retard dans l'adoption de l'IA. Il y a un chiffre de l'INSEE qui dit qu'à peine 10 des entreprises, ont, adopté des solutions d'intelligence artificielle alors qu'on sait évidemment tous les bénéfices, en termes de productivité, de compétitivité, que ça va apporter. Mais les entreprises sont un peu désemparées, elles savent pas quels outils adopter, pourquoi faire, quels risques, quelles sont les conséquences et cetera. Et j'en parle avec un spécialiste de la question qui s'appelle Salim Nassur qui, dirige une entreprise qui aide les entreprises, moyennes et grandes à franchir le pas justement. Donc on aborde, un peu tous les aspects de ces questions-là. C'est un vrai sujet à la fois, économique, sociétal, et cetera. Et puis je parle de cybersécurité, autre sujet lié aux entreprises. C'est très B2B, hein, monde Ah, numérique cette semaine, mais ça intéressera aussi, les particuliers. Avec Benoît Grunenwald, de EZ, eh bien, on fait un peu le bilan de ce qui s'est passé cet été. Il y a eu plein de cyberattaques, plein de fuites de données.
Bah, c'est aussi parce que c'est à la fois parce que, on est peut-être un petit peu, moins prudent, quoique, on commence à avoir un peu l'habitude, mais c'est surtout que les pirates, sont de plus en plus performants, notamment grâce à l'intelligence artificielle et ils s'attaquent vraiment à nous, c'est-à-dire que c'est plus tellement les vulnérabilités sur la machine, mais c'est vraiment des outils qui permettent de nous manipuler, de faire de la manipulation mentale, en fait, On est dans l'ingénierie humaine maintenant. dans l'ingénierie humaine, l'ingénierie sociale, et cetera. Donc on fait le point, sur tout ça et sur les dernières saloperies que nous ont bricolées, que nous bricolent les les cyberattaquants et les pirates informatiques. Voilà, c'est le programme de Monde Numérique cette semaine. Ben, Jérôme, pour les gens qui nous écoutent, en audio, on les invite à poursuivre chacun de notre côté et puis, sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut Bruno. Ciao, ciao.